Claire Extramiana, vous êtes chef de la mission Maîtrise de la langue et action territoriale au sein de la délégation générale à la langue française et aux langues de France pour le ministère de la Culture. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Alors bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans la Manche, donc pour moi en tout cas. Donc c'est toujours intéressant de découvrir un lieu qu'on connaît de nom, dont on a entendu parler et où on n'a jamais mis les pieds. C'est le charme des premières fois. Donc ça ajoute de l'intérêt à cette journée que je partage avec vous, à l'invitation des organisateurs qui ont donc été présentés, que je vais quand même remercier à mon tour pour leur accueil, je dois dire. J'ai été très bien accueillie, ce qui n'est pas toujours le cas. On est plus ou moins bien accueillis. Donc je remercie la bibliothèque départementale de la Manche, chère Alexandra, chère Adèle. Je remercie l'agence Livre et Lecture Normandie. Je remercie aussi la direction régionale des affaires culturelles et je crois que ma collègue est là, il me semble que c'est elle, Sabrina Lebris, qui est masquée, mais c'est bien elle derrière son masque. Et tout de suite, on commence avec cet exposé. Cet exposé qui, en fait, va présenter un certain nombre d'éléments sur cette politique qu'on appelle la prévention et la lutte contre l'illettrisme, une politique publique avec une action publique qui n'est pas toujours très lisible, qu'on a du mal à appréhender si on n'est pas vraiment impliqué dans ce domaine. Je sais qu'il y a dans la salle des représentants des intervenants du champ social et qu'il y a aussi des professionnels de la lecture publique. C'est la raison pour laquelle je vais rapidement, après un certain nombre de généralités sur cette politique publique et sur aussi l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, je vais rapidement consacrer mon exposé à l'action culturelle en matière de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Et là, on est plus sur mon champ de spécialisation, puisque je suis en fait toutes les politiques publiques en matière d'accès à la langue. Donc ça concerne la thématique de l'illettrisme, ça concerne la thématique de l'apprentissage du français pour les non-francophones, etc., etc. Je ne suis pas une spécialiste de la lecture publique. Je suis davantage spécialisée sur ces questions d'accès à la langue, notamment à travers le détour culturel, selon l'expression qui a cours au ministère de la Culture, parce que nous sommes persuadés que l'action culturelle, c'est un levier pour la remobilisation des personnes qui sont éloignées des compétences de base, de même que l'action culturelle est un levier dans la prévention de l'illettrisme auprès des enfants et des jeunes. Donc voilà, je vais essayer de tenir en 40 minutes pour qu'ensuite nous puissions avoir un échange. Néanmoins, après chaque partie, je vous demanderai si vous avez des commentaires ou des questions, auquel cas n'hésitez pas à vous manifester, même si je dois dire la scénographie de la journée est un petit peu intimidante avec cette tribune en hauteur et le public, l'auditoire en dessous. Mais on est dans le plein respect des consignes sanitaires. Voilà. Alors, en préambule, oui, les GNAI, comme ça a été évoqué par Madame la représentante du département de la Manche. Donc effectivement, c'est une journée, la journée d'aujourd'hui a lieu dans le cadre de ces JNAI, ces Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui ont lieu depuis 6 ans, je crois, tous les ans autour du 8 septembre, parce que le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation mise en place par l'UNESCO.
Alors, illettrisme, alphabétisation, on sait que ce n'est pas exactement la même chose, on y reviendra plus tard. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que ces journées permettent de mettre un coup de projecteur sur toutes les actions dans le domaine qui nous occupe ce matin. Il y a beaucoup d'actions, pas des actions à spectre national, pas de grandes manifestations, mais des manifestations locales, comme celle d'aujourd'hui, qui du reste est labellisée JNAI. C'est un label donc, qui est mis en place par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. À partir de maintenant, je vais dire la NLCI. Je crois que tout le monde a en tête ce sigle. La NLCI, ce groupement d'intérêt public, c'est-à-dire que plusieurs services de l'État, mais aussi les régions, donc des collectivités publiques sont partie prenante de ce groupement d'intérêt public, comme son nom l'indique, à côté d'autres acteurs, notamment les acteurs du monde du travail. Il y a un certain nombre d'OPCO, enfin d'opérateurs de compétences actuellement, qui font partie de la NSCI. Et puis, il y a aussi en plus de cette assemblée générale qui réunit les quelques 30 administrateurs de la NLCI, il y a une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place à la NLCI. Donc, à NLCI, petite équipe nationale d'une dizaine de personnes jusqu'à ce jour, avec le recrutement en cours de correspondants territoriaux, de chargés de mission régionaux illettrisme, généralement placés auprès des préfectures de région, qui vont s'occuper maintenant à 100% de cette question de la coordination des acteurs institutionnels en faveur de l'illettrisme. Et donc, ces chargés de mission régionaux vont s'appuyer, là où ils existent, sur des centres de ressources illettrisme. C'est le cas en Normandie, puisque le CARIFOREF a en son sein un CRI assez historique, je dois dire, qui existe depuis bien longtemps. C'est Aïcha Talbi qui vous en parlera mieux que moi. Donc voilà, on est dans une période de renouveau de l'action de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec finalement l'élargissement de l'équipe, qui était jusqu'à présent nationale, à une action territoriale qui se renforce, avec des chargés de mission régionaux dans 18 régions, donc pratiquement dans toutes les collectivités régionales, France hexagonale et ultramarine, 18 régions. Donc on va arriver à une agence d'environ 30 agents. Donc le dossier illettrisme, je le connais bien. Je connais bien la NLCI aussi, parce que mon service représente le ministère de la Culture au sein de la NLCI. Et c'est moi qui suis ce dossier depuis plusieurs années. Notre ministère est présent donc au sein de la NLCI aux côtés des grands ministères, à commencer par le ministère qui assure la tutelle, c'est-à-dire le ministère chargé de la formation professionnelle auprès du ministère du Travail, mais bien sûr aussi, et ça semble évident, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Outre-mer, le ministère de la Justice, le ministère chargé de la politique de la ville avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et notre ministère, pour finir, le ministère de la Culture, mais je ne les ai pas tous donnés, il y en a d'autres. L'action publique en faveur de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, ça repose bien sûr sur la NLCI, dont on entend beaucoup parler quand il est question d'illettrisme, mais ça repose aussi sur l'action de tous ses partenaires, les ministères qui chacun ont une politique propre en matière de lutte contre l'illettrisme. J'ai vu dans le programme que quelqu'un allait intervenir sur les ateliers en prison. Oui, le ministère de la Justice s'intéresse
beaucoup à cette question de l'accès au français, puisque un grand nombre de personnes sous main de justice ont des besoins d'apprentissage du français, notamment des personnes qui sont passées par le système éducatif français et qui sont en situation d'illettrisme. À cet effet, le ministère de la Justice, la direction de l'administration pénitentiaire met en place ce qu'on appelle un test, une détection de l'illettrisme à l'entrée en établissement pénitentiaire pour faire bénéficier les personnes qui sont en situation de reprendre un apprentissage de l'écrit pour mettre en place un enseignement, une formation. Ça permet aussi une remise de peine. Donc ça, c'est une incitation forte, finalement, pour les personnes sous main de justice à accepter, parce que ça ne se fait pas sans leur plein accord, à accepter de réapprendre, à accepter de reprendre quelque chose qui ressemble un peu à l'école, mais je parle sous le contrôle de la personne qui va présenter son intervention en prison. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Merci beaucoup, Adèle. Alors, les éléments de cadrage que je vais vous donner, ils sont de 4 ordres. D'abord, la différence entre illettrisme, analphabétisme et français langue étrangère. C'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? On va le voir, je ne vais pas m'étendre. Ensuite, je voudrais évoquer une réalisation nouvelle de la NLCI. C'est un atlas de l'illettrisme en France qui permet de comprendre un petit peu à quoi ça correspond en termes de chiffres. Madame la représentante du département de la Manche a donné des chiffres, donc je compléterai. Le troisième élément, c'est cette notion d'action culturelle pour sortir de l'illettrisme. Comment ça peut marcher ? Quels résultats ça peut donner ? Comment nous l'envisageons, nous, au ministère de la Culture ? Et pour finir, en direction des professionnels de la lecture publique qui sont aujourd'hui ici, j'aimerais parler du rôle des bibliothèques et des médiathèques. Voilà, donc ce sont les éléments de cadrage. On peut passer donc maintenant à l'illettrisme, l'analphabétisme, le français langue étrangère. Il y a un certain nombre d'idées reçues, on s'en rend compte quand on discute avec des gens ou quand on les écoute. Beaucoup de gens qui s'occupent un petit peu d'apprentissage de la langue, qui s'intéressent à cette question de l'accès au français, qui vont parler d'illettrisme d'une manière générale. On est illettré parce qu'on arrive de l'étranger et qu'on ne parle pas français. Ou bien on est illettré parce qu'on arrive de l'étranger, on parle assez bien français, mais on ne l'écrit pas. Ou bien on est illettré parce qu'on fait des fautes d'orthographe. Alors ça, ces 3 situations, elles ne correspondent pas du tout à la définition de l'illettrisme sur laquelle s'appuie l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. En fait, l'illettrisme concerne des personnes qui sont passées par le système éducatif français avec, on sait, la fin du système de l'éducation obligatoire à l'âge de 16 ans et qui donc, à l'âge de 16 ans, n'ont pas acquis les compétences de base nécessaires à une autonomie sociale dans toutes ces situations de la vie quotidienne qui nécessitent le recours à l'écrit, lecture, écriture. L'écrit, ça recoupe ces 2 activités fondamentales, lire et écrire. On verra qu'il y a une certaine proportion de la population française qui, justement, est dans cette situation. La NLCI a beaucoup fait pour qu'on procède en France à ce qu'on appelle la mesure de l'illettrisme. Et donc, notre pays a quand même la chance d'avoir mis en place des grandes enquêtes publiques via l'INSEE pour mesurer la proportion de personnes en difficulté à l'écrit dans la population adulte. Donc la première enquête, c'était en 2004, qui a établi que près de 10%
un peu moins de la population adulte était en situation d'illettrisme. C'est-à-dire que quand on montait dans le bus, par exemple, sur 10 personnes qu'on croisait dans le bus, eh bien, il y en avait une qui était en situation de maîtrise insuffisante de l'écrit, à un niveau basique. En 2011, on a reconduit cette même enquête selon la même méthodologie. Et là, on a vu qu'il y avait une diminution du nombre de personnes concernées. On passait de un peu moins de 10% à 7%. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en moins de 10 ans, on ait gagné 2 points? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement générationnel et que les personnes les plus âgées qui avaient été testées illettrées en 2004 n'étaient plus dans l'échantillon, puisqu'elles avaient plus de 65 ans. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi que plus on est âgé et plus on risque d'être en situation de maîtrise insuffisante, de maîtrise en régression. Qu'avec l'âge, ça veut dire qu'avec l'âge, finalement, les capacités régressent. Ça s'explique. Je ne vais pas entrer dans les détails. Cette enquête ANLCI, enfin on appelle ça le module ANLCI parce que la méthodologie a été élaborée sous la conduite de l'ANLCI, elle va être reconduite en 2023. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une enquête qui permet d'évaluer l'impact de cette politique publique. On a besoin toujours d'un retour sur ce qui est mis en place. On ne peut pas imaginer consacrer tant de moyens, j'y reviendrai, à cette politique publique sans avoir une évaluation. C'est cette question sensible de l'évaluation. Et pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux pour évaluer les effets de l'effort qui est entrepris par un grand nombre d'acteurs que de mesurer en mettant en place ce qu'on appelle des enquêtes ménages. Donc, cette enquête ménage, elle concerne... un ménage, c'est une habitation où peut vivre une personne, ou bien un couple, ou bien une famille. C'est ce qu'on appelle un ménage. Donc, cette enquête ménage a concerné, dans la précédente enquête, environ 14 000 ménages qui sont représentatifs de 40 millions de personnes. Au niveau national, certaines régions ayant fait le choix de financer des enquêtes régionales. C'est le cas pour la Normandie, m'expliquait Aïcha Talbi hier soir, qui a obtenu en 2011 un pourcentage un tout petit peu supérieur à la moyenne nationale, c'était 8%. Hein. Bon, 8%, ça va. Le département de France hexagonale où il y a le pourcentage le plus élevé au terme de ces enquêtes régionales, c'est le département de l'Aisne avec 11%. L'Aisne dans les Hauts-de-France. Mais ce n'est rien comparé aux territoires ultramarins où, pour des raisons tout à fait endogènes, on a des scores qui peuvent aller jusqu'à 30%. 30% de personnes en situation d'illettrisme aux Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe. Il y a une autre enquête qui est différente, qui concerne les jeunes. C'est les journées défense et citoyenneté, vous en avez sûrement entendu parler, qui permettent tous les ans de tester toute une classe d'âge autour de 17 ans, 17-18 ans, c'est-à-dire près de 700 000 jeunes, garçons, filles, qui donc doivent répondre à des tests, et notamment un test de compréhension de l'écrit, qui font apparaître les difficultés à l'écrit, mais le pourcentage est très inférieur à celui de l'enquête de l'INSEE, puisqu'on est sur environ 5% de ces jeunes, 5% de ces 700 000 jeunes qui sont considérés comme ayant une problématique illettrisme. En revanche, il y a un pourcentage beaucoup plus important de jeunes qui ont des difficultés à l'écrit, de compréhension, d'expression. Donc, on est sur des chiffres
moins élevé que pour la population adulte dans son ensemble, hein, jusqu'à 65 ans. Néanmoins, on est quand même sur des chiffres quand même élevés pour des jeunes qui viennent de terminer l'école, qui viennent de sortir de l'éducation obligatoire. Je ne vais rien dire des personnes qui n'ont jamais été scolarisées et dites analphabètes quand elles ne savent ni lire ni écrire, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été instruites. Je ne dirai rien non plus des personnes qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas français. Elles ont été scolarisées dans leur pays d'origine. On ne peut pas considérer qu'elles soient en situation d'illettrisme si elles ne parlent pas français ou si elles n'écrivent pas le français. Sauf si elles n'écrivent pas dans leur langue. Elles ont peut-être une problématique d'illettrisme dans leur langue, ce qui complique beaucoup la prise en charge, l'accompagnement en France pour leur permettre d'accéder à un niveau de français à l'oral, à l'écrit, qui leur permette d'avoir une certaine autonomie. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, je vous propose de passer à l'Atlas de l'illettrisme. Alors, ce qu'on appelle l'Atlas de l'illettrisme, donc Adèle, là, ce serait bien qu'on montre ça. C'est un 8 pages qui a été réalisé par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui vient de sortir. C'est le numéro 1, qui a été réalisé avec l'appui du Conseil scientifique et de l'évaluation dont s'est dotée la NLCI dans la période récente. Voilà. Donc, je veux bien qu'on s'arrête sur la première, sur la deuxième. Voilà, celle-là, cette page-là. Donc, actuellement, 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. Davantage d'hommes que de femmes. Il y a environ 60% des hommes dans cette proportion. 60%, ça veut dire que, par déduction, il y a 4 femmes sur 10 personnes en situation d'illettrisme. Ces personnes sont réparties sur tout le territoire, mais la moitié vit dans des zones faiblement peuplées, zones rurales notamment. Et elles sont présentes aussi dans les zones urbaines, mais en bien moins grande proportion qu'on ne l'imagine. On a souvent dit que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc les quartiers en zone urbaine sensible, dits quartiers prioritaires, les fameux QPV, qu'il y avait beaucoup de personnes en situation d'échec scolaire, ne sachant ni lire ni écrire. Oui et non, parce que les enquêtes montrent que seulement 10% des personnes illettrées vivent dans ces territoires-là. Autre élément important, 50% des personnes dont nous parlons sont dans l'emploi. Ça veut dire qu'elles ne sont pas toutes loin du travail. Elles travaillent. Et elles ne sont pas que dans des emplois de type emploi d'exécution. Il y a aussi des personnes qui réussissent très bien leur vie professionnelle. Hier soir, Adèle nous montrait un article de la presse régionale. Je vous en prie, allez-y. Un article dans Ouest France qui est paru la semaine dernière. C'était un portrait de Claude Jean, qui est promoteur immobilier à Caen et qui a investi à Saint-Lô. Il est originaire de la Manche et il a investi à Saint-Lô dans le centre d'affaires Le Phénix, anciennement Crédit Agricole. Merci Madame Brunorine. Et donc, qui témoignait dans Ouest France d'avoir été en situation d'illettrisme et d'avoir appris à lire à 50 ans, lui aussi, comme Aline Le Guluche nous le racontera tout à l'heure. Donc voilà, ça concerne aussi un Manchois, en l'occurrence, qui, c'est bien, on apprend à connaître son parcours via le journal, mais il y a combien de personnes comme ça dont on ne soupçonne pas qu'elles sont en difficulté avec la lecture et l'écriture ? Oui, c'est ça.
Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce type d'histoire, hein. Quelqu'un dont on ne soupçonnait pas qu'il pouvait avoir eu des difficultés scolaires, qui a très bien réussi en fait sa vie professionnelle, qui est entrepreneur. Notamment dans le BTP. On a pas mal de chefs d'entreprise dans le BTP. J'avais lu une étude à ce sujet. Le mari est patron et l'épouse est aux écritures. C'est elle qui fait la comptabilité, qui fait le contrat de travail, etc., etc. C'est ce qui s'appelle la complémentarité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les chiffres de l'illettrisme ? Alors, je vous invite à consulter sur le site de la NLCI tout ce qu'on trouve. On trouve un certain nombre de choses, et notamment l'atlas de l'illettrisme qu'on vient de regarder, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer aussi si vous êtes en situation de faire des formations. Alors maintenant, je vais aborder le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est cette question de la culture pour sortir de l'illettrisme. Vous allez pouvoir, à la pause de midi, prendre cet ouvrage qui se trouve sur le stand de Livres et Lecture Normandie. Détours et déclics. C'est un ouvrage qui a été réalisé par le Lyonnais Michel Knebuller, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Nous avons en fait au ministère de la Culture depuis 2015 un appel à projet qui s'appelle Action culturelle et langue française, qui permet de soutenir des projets culturels, artistiques, pour des personnes qui sont dans une démarche d'apprentissage, de réapprentissage de la langue française, à l'écrit, à l'oral, pour toute une typologie de public, au sein de laquelle il y a bien sûr la catégorie des personnes passées par le système éducatif, mais ayant des besoins d'apprentissage ou de réapprentissage. On est dans cette catégorie des illettrés. Michel Knebuller a interrogé une trentaine d'acteurs qui avaient conduit des projets depuis 2015, et en essayant de leur faire dire comment ils s'y prenaient pour faire de l'action culturelle finalement un levier pour ces personnes. Vous trouverez donc dans cet ouvrage des témoignages, vous trouverez dans cet ouvrage une boîte à outils. Donc je vous laisse le découvrir. Vous trouverez aussi un film, un documentaire qui a été tourné par Philippe Worms en 2018, Les orages, ça finit par passer. C'est un jeune qu'on voit dans le documentaire qui dit ça. Un jeune qui était complètement démobilisé, déscolarisé, qui a été repris en main par ce qu'on appelle un espace dynamique d'insertion. C'est un dispositif régional en Île-de-France pour les jeunes. Et on va l'écouter. On va regarder le début de la bande-annonce. Les orages, ça finit par passer. Après, il y a le soleil. Ah ben si ça s'arrête. Les orages, ça finit par passer. Après, il y a le soleil. Je me rappelle en CP, j'étais malheureux. Je parlais pas correctement le français. J'avais pas d'amis. Tous les autres camarades me traitaient d'handicapé. J'en ai eu marre de savoir rien du tout, quoi. J'avais honte de ne pas savoir lire ni écrire. Tout seul, c'est tout ça. Quand on ne sait pas lire et écrire, on est paumé. On ne sait rien. On est perdu. J'aimerais bien m'échapper de la détention, en fait. Mais pas avec un titre qui a un rapport avec la détention. Penser à un moment que la réinsertion puisse passer par l'écriture, c'était pas facile à croire, hein, en fait. Mais en fait, si. Il s'arrêtait plus. Tu avais des carnets, tu remplissais des carnets. J'avais rempli 2 carnets, même en mangeant, j'écrivais. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Adèle. Voilà, donc on a vu ce jeune qui est dans le département du Val d'Oise en région parisienne et qui a donc suivi
plusieurs ateliers artistiques au sein de cette structure Sésame qui prend en charge des jeunes déscolarisés. Et on a écouté son témoignage. Il ne savait pas écrire, il avait du mal à s'exprimer. À l'école, on le traitait de moins que rien. Et finalement, il a réussi à retrouver le goût, la motivation. Alors, pas que de l'écrit, en fait. Parce que ce qu'on constate dans tous ces projets, notamment avec ces jeunes déscolarisés, c'est que l'écrit, c'est un des symptômes. C'est aussi la confiance en soi. C'est aussi la capacité à se projeter dans l'avenir, qui font que le jeune va retrouver finalement une voie. Un jeune déscolarisé qui est à la rue, on va dire, qui n'a pas d'activité régulière, qui n'a pas imaginé son avenir, va retrouver, à travers ce type d'activité culturelle, artistique, va retrouver une motivation. Ce jeune, après avoir fait ce passage par cette plateforme d'insertion financée par le Conseil régional Île-de-France, a retrouvé une formation. Il a fait un CAP d'horticulture. Et aujourd'hui, il est peintre en bâtiment, c'est-à-dire qu'il est autonome. En fait, ça a servi à ça. Et dans ce cheminement, il y a eu finalement cette rencontre avec la langue, cette confrontation avec l'activité langagière, ce passage par l'oral, l'oralité et l'écriture. C'est ce qu'il dit, je passais des heures à écrire, ma mère et ma sœur n'en revenaient pas. C'est ça. C'est pas devenu un grand intellectuel pour autant. Il ne s'agit pas de ça. C'est quelqu'un, en fait, qui a retrouvé une forme de, on va dire, une forme, je pèse mes mots parce que les mots sont parfois explosifs, mais une forme de dignité à travers une reprise de confiance en soi qui se permettait de surmonter l'humiliation de l'échec scolaire. En fait, tous ces jeunes qui sont scolarisés, souvent, ont connu l'échec scolaire. On n'est pas déscolarisé par hasard. Donc, ça, c'était le premier témoignage. Vous avez vu ensuite deux personnes en situation d'illettrisme qui sont pris en charge dans un organisme, une association du nord de la France qui s'appelle Mots et Merveilles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du travail fait par Mots et Merveilles, qui remet à l'écrit des adultes et qui a énormément recours à toujours des médiums culturels, qui organisent beaucoup de visites, qui aussi demandent aux personnes qui sont accompagnées de préparer des spectacles, de préparer des festivals, de contribuer à un salon du livre local, etc. Et tout ça, c'est extrêmement porteur. Il ne s'agit pas, en fait, d'avoir une approche trop fonctionnaliste de l'écrit. Bien sûr, le rôle des organismes de formation qui travaillent avec les personnes qui reviennent à l'écrit, qui refont leur entrée dans l'écrit. Il y a cette notion de entrée dans l'écrit. Ces organismes de formation ont toute leur utilité. Bien sûr, l'apprentissage, entre guillemets, scolaire de l'écrit est utile. Mais ça ne suffit pas. En fait, ce qui est indispensable, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'écrire, en fait ? Tout ce qu'on apprend dans un organisme de formation va permettre, après, d'être un acteur social. Mais pour ça, il y a tout un accompagnement qui est nécessaire. Et donc, des associations comme Mots et Merveilles à la frontière belge, elles font ça de manière assez modélisante, je dois dire, et nous, on est très admiratifs de leur travail. Donc, tout ce travail que nous conduisons au ministère de la Culture depuis 2015, autour de cet appel à projet, j'aimerais vous le présenter à travers le témoignage de ma collègue Perrine Balbo, qui coordonne au niveau national cet appel à projet, qui a concerné qui a permis de soutenir environ 2000 structures du champ social, du champ culturel. On va l'écouter.
Bonjour, je suis Perrine Balbo, je travaille à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, à la mission Maîtrise du français et Action territoriale, et je m'occupe plus particulièrement de l'appel à projet Action culturelle et langue française. Cet appel à projet s'inscrit dans la politique de démocratisation culturelle menée par le ministère de la Culture, qui vise à garantir à tous un égal accès à la culture tout au long de la vie, en particulier parmi les populations et les territoires qui en sont le plus éloignés pour des raisons sociales, économiques ou géographiques. Les bénéfices sont multiples puisqu'elle favorise la diversité culturelle, l'émancipation des citoyens et permet de renforcer la cohésion sociale. Cet appel à projet a permis en 3 éditions de soutenir plus de 550 projets qui conjuguaient expériences artistiques ou culturelles et pratiques linguistiques à destination des publics en difficulté avec la langue française, que celle-ci soit ou non leur langue maternelle, et à travers des formes de médiation adaptées. À l'aube du lancement de la 4e édition, nous sommes convaincus que les pratiques artistiques et culturelles peuvent contribuer à améliorer les compétences langagières. C'est ce qu'on appelle le déclic du détour par la culture. Voilà. Alors, oubliez les chiffres qu'elle a donnés parce que c'était avant la reconduction en 2021 du dispositif. Entre-temps, on est sur un peu plus de... On est autour de 700 ou 800 projets soutenus sur plus de 2000 candidatures en tout. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter la dernière réalisation de notre démarche Action culturelle et langue française. Il s'agit d'un module de formation en ligne qui est proposé sur une plateforme de France Éducation Internationale, FEI, anciennement CIEP, au Centre International d'Études Pédagogiques pour ceux qui connaissent. Plateforme de contenu en ligne où nous avons un module qui s'intitule, sans surprise, la démarche Action culturelle et langue française. Adèle, si vous pouvez... Vous cherchez, je vous l'avais ouvert, hein, en fait. Voilà, c'est ça. C'est là. Donc, si vous pouvez rentrer, si vous réussissez à rentrer, voilà. Oui, mais vous étiez déjà dessus, hein, puisque la vidéo de ma collègue était justement dessus. Par contre, ça ne projette plus. Ah, ça ne projette plus. Donc, il faut qu'on attende, parce que je ne peux pas vous parler de ça sans que vous voyez à quoi ressemble ce magnifique module. À mon avis, c'est une histoire de branchement. Excusez-nous. Est-ce que je débranche et je risque de rebrancher peut-être ? Bon, alors, je vais avancer, c'est pas très grave. C'est pas dramatique, ça aurait été mieux avec l'image, mais on va faire sans l'image. Parmi les réalisations de cet appel à projet, nous avons quelque chose qui a été fait par un collectif. Il y avait le CRI Auvergne, le CRI PACA, CRI comme Centre Source Illettrisme, l'Association des bibliothécaires de France et la NLCI. En fait, ces 3 acteurs majeurs se sont réunis pour réfléchir à la manière dont les bibliothèques, les professionnels de la lecture publique, pouvaient travailler en direction de ces publics. Et ils ont réalisé un 4 pages, La bibliothèque, c'est pour tous. Donc ça, vous le trouverez sur notre formidable module de formation en ligne, dont vous trouverez l'adresse dans le PowerPoint qui, je pense, sera diffusé. Et donc, vous pourrez vous connecter et naviguer si ça vous intéresse.
il m'a semblé intéressant, en fait, de lire dans le détail, avec vous, certains propos des destinataires de ce 4 pages. Il y a 2 types de destinataires. Il y a les personnes qui ne vont pas à la bibliothèque, et puis il y a les professionnels des bibliothèques qui se creusent la tête pour essayer d'attirer ces personnes qui ne viennent pas d'elles-mêmes à la bibliothèque. Donc je vous les lis, ces témoignages. Je n'ose pas, je ne sais pas comment m'inscrire. Si les gens ne savent pas lire, qu'est-ce que moi, bibliothécaire, je peux faire? De toute manière, ils ne sont pas intéressés par les livres. J'ai peur d'abîmer les livres, et si on en perd un? J'y vais pour mes enfants, mais moi c'est trop tard, on va se moquer de moi. Moi, je les oriente en secteur jeunesse. Ils vont se rendre compte que je ne sais pas lire. Mais vers qui orienter les personnes qui veulent apprendre? Je rêve de rentrer dans une bibliothèque et de lire tous les livres. Accueillir des personnes illettrées, est-ce que c'est vraiment mon rôle? Etc., etc. Donc là, voilà, vous avez un petit aperçu des questions que se posent et ce public des illettrés et les professionnels de la lecture publique. Cette sensibilisation des acteurs de la lecture publique à l'illettrisme, elle n'est pas nouvelle. Si on regarde un petit peu dans l'histoire récente, l'histoire culturelle récente, on voit que, effectivement, ça fait partie des missions des professionnels de bibliothèques de s'ouvrir à des publics dits éloignés. Publics éloignés, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à toucher. Je parle sous le contrôle d'Adèle, à côté de moi, et sous le contrôle d'Alexandra. C'est une question ancienne qui connaît actuellement un regain. Pourquoi? Parce que, et nous en parlions hier, les bibliothèques sont devenues le 3e lieu. Le 3e lieu, c'est-à-dire qu'après la maison, après le travail, le lieu de travail, eh bien, il y a un 3e lieu où on a du temps à passer, parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à la maison et qu'on ne peut pas passer non plus toute sa vie au travail. Donc, la bibliothèque, c'est devenu le premier équipement culturel de proximité. Bien sûr, il y a des théâtres, bien sûr, il y a des conservatoires, bien sûr, il y a des opéras, enfin pas tant que ça, etc. Mais le premier acteur reste la bibliothèque, avec toute une génération de bibliothèques nouvelles qui sont sorties de terre au cours des dernières années, parce qu'il y avait cette volonté politique de la part des départements, justement, d'équiper leur territoire. Ces bibliothèques qui voient leur métier évoluer, qui ne sont plus seulement des bibliothèques, mais qui sont aussi des médiathèques, et qui sont plus que des médiathèques, qui sont parfois quelque chose comme des mini-centres culturels, voire des mini-centres sociaux, où on entre et on sort comme dans un moulin, avec cette grande question de la captation des publics éloignés, qui ont tout autant besoin d'un 3e lieu que les personnes qui viennent d'elles-mêmes. Dans un pays où, jusqu'à peu, la fréquentation des bibliothèques, alors même que la France dispose d'un extraordinaire réseau territorial, était quand même très inférieure à celle des pays scandinaves. Je crois que dans les pays scandinaves, on a 80% de la population qui est inscrite dans une bibliothèque, et en France, on était à environ 20%. Bon, les chiffres sont ce qu'ils sont. Il reste que la conviction est que la bibliothèque est un formidable outil de développement culturel, mais aussi de développement du lien social, de construction du lien social. Donc j'aimerais évoquer un certain nombre de dispositifs. Je sais qu'il va y avoir une intervention sur un dispositif qui est soutenu par le ministère de la Culture, qui en est partie prenante, c'est le facile à lire. Vous savez, ce sont ces dispositifs dans les bibliothèques avec des fonds d'ouvrage
de grande qualité, mais néanmoins facile à lire, c'est-à-dire pas forcément du Proust ou du Mallarmé, à destination des gens qui, justement, j'arrête mon réveil, à destination de ces personnes qui ont besoin d'une prise en main facilitée. Donc ça, c'est quelque chose qui donne lieu à une labellisation de la part d'un collectif, donc, dans lequel il y a, en plus du ministère de la Culture, il y a la Fédération interrégionale livre-lecture, il y a l'Association des bibliothécaires de France, et puis il y a Livre et Lecture Bretagne, parce que c'est Livre et Lecture Bretagne, l'agence régionale bretonne, qui a lancé le facile à lire. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place assez récemment, au cours des 2 dernières années, et qui a permis de labelliser un grand nombre de points de lecture, pas seulement des bibliothèques, mais aussi des points de lecture, comme il peut en exister dans des centres sociaux, par exemple. L'une des conditions étant que le point de lecture travaille avec le secteur associatif du champ social, qui, justement, va organiser la fréquentation de la bibliothèque. Pour ces personnes qui ne viennent pas d'elles-mêmes, il faut bien les faire venir. Et ce sont les associations qui les font venir, des associations qui mettent en place différentes activités. Ça, c'est un premier dispositif qui est vraiment précieux. Et il y a un autre dispositif à côté de ça, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle des livres à soi, qui est ce que la NLCI appellerait une action éducative familiale, puisqu'on ne s'adresse pas à un individu, on s'adresse à la famille. Il s'agit de faire entrer le livre dans la famille, dans ces familles où il n'y a pas une culture du livre. On ne voit pas traîner de livres sur la table du salon, on ne voit pas traîner un journal sur la table du salon, etc. Donc, c'est le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui a proposé au départ ce dispositif qui actuellement est soutenu par le ministère de la Culture avec les directions régionales, les DRAC, qui mettent ça en place de manière à faire suivre une mini-formation à des parents qui vont suivre des ateliers de lecture. Et du reste, pas forcément des personnes qui savent lire. Il y a parmi ces familles des personnes qui ne savent pas lire. Mais on peut malgré tout avoir un rapport au livre jeunesse sans savoir lire ou sans savoir très bien lire. De manière finalement à désacraliser l'objet livre, de manière finalement à rendre la lecture familière. Parce que les études montrent que la lecture plaisir, la lecture individuelle dans son salon, dans son jardin, dans son lit, eh bien, c'est une affaire d'éducation qui s'acquiert en général dès la petite enfance, à commencer par cette période où les parents, l'entourage familial, lit des histoires à voix haute. Donc, c'est ce dispositif qui, aujourd'hui, est en train de vraiment faire des racines avec tout un tas de très belles réalisations. Peut-être que ma collègue Sabrina Lebris voudra en dire un mot une fois que j'aurai terminé. On a à nouveau accès à ça ? Oui. Ben, c'est formidable. On va pouvoir passer juste le dernier témoignage. Le tout dernier, c'est le dernier lien. Mais pendant que vous préparez ça, moi j'invite Sabrina à dire ce qui se fait autour des livres à soi en Normandie. Un micro ? Mais peut-être que vous venez ici à la tribune. Hein. C'est ce témoignage-là après que vous souhaiterez ou c'est, non, c'est plus bas. Ça marche ? Oui, ça marche. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, des livres à soi, c'est un dispositif dont j'aime bien parler, parce que c'est un dispositif qui se développe très bien en Normandie. Et d'ailleurs, il est en cours de développement à Saint-Lô, donc ça tombe bien. Donc c'est un dispositif à la fois très ambitieux,
très... donc qui prend beaucoup de temps, mais qui donne vraiment des résultats exceptionnels parce qu'il est très adapté aux personnes. En fait, il s'agit effectivement de s'adresser à toute une famille et on dirait par le truchement de l'enfant qui est le premier bénéficiaire officiel de ce dispositif, en fait, on mobilise ses parents également. Donc, il s'agit en fait, effectivement, de proposer à des familles qui sont suivies dans des centres sociaux ou divers lieux qui ne sont pas des lieux de culture, mais plutôt des lieux sociaux qu'ils ont l'habitude de fréquenter pour d'autres besoins. Donc, de leur proposer tout un parcours qui dure l'équivalent d'une petite année scolaire, à peu près du mois de janvier au mois de juin, un parcours d'ateliers dans lesquels, petit à petit, ils vont apprendre, si on peut dire, ils vont être sensibilisés à l'art de prendre son enfant contre soi pour lui lire ou lui montrer un livre. Je dis montrer parce qu'effectivement, il y a dans la sélection très exigeante des livres à soi du SLPJ, il y a des livres sans texte et il y a des ateliers qui sont consacrés à l'art de raconter une histoire sans texte. Donc en se basant sur les illustrations pour soi-même inventer une histoire ou broder une histoire, enfin voilà. Donc ça permet de remobiliser tous les parents qui ont des difficultés avec la lecture ou qui sont allophones, et de leur montrer qu'eux aussi peuvent partager ces moments, disons, vraiment de grande intimité avec leurs enfants autour de livres qui sont en général absolument magnifiques. Et donc ce parcours est ponctué de trois... enfin, il est très cadré, il est très très construit et il est ponctué de plusieurs étapes. Une en bibliothèque, obligatoire, je dirais obligatoire dans le parcours, hein. Une à la librairie et une dans une fête du livre. Ça se termine par une fête de clôture où on réunit tous les parents, où on montre les livres, où en général il y a un spectacle, voilà. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que ça ce parcours se base sur les compétences acquises par justement les volontaires des centres sociaux qui s'inscrivent dans ce dispositif et qui sont formés 2 jours par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc ils acquièrent une compétence et ensuite, pour certains d'entre eux, peuvent même la transmettre à d'autres collègues. Voilà, donc c'est un dispositif qui touche seulement entre 10 et 20 familles par an dans chaque endroit, mais qui est vraiment qui donne des résultats très impressionnants parce que très personnalisés, voilà, très proches des gens. Et ça s'appelle des livres à soi parce qu'à la fin, on accompagne les familles en librairie avec une dotation de chèque lire de 80 € pour qu'ils puissent s'offrir les livres, soit ceux qu'ils ont aimés dans l'année, soit d'autres. Voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que c'est... Merci Sabrina, c'est très intéressant. J'avais une question, il y a combien de familles qui ont bénéficié de ce dispositif ? En Normandie ? Oui. Alors, j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres, mais en fait, on met en place ce dispositif depuis. C'est Caen qui a commencé, à l'époque où c'était même pas encore repris par le ministère de la Culture. Donc, Caen doit en être à sa 4e année, quand la mère, avec 3 ou 4 centres sociaux déjà touchés, même plus, et dans chacun, c'est environ 20 familles. Donc, dans chaque collectivité où on met ça en place, c'est, on va dire aux alentours de 20 familles par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Normandie, pour la première fois, on a expérimenté ce dispositif en zone rurale, à Condé, en Normandie. Ça fonctionne extrêmement bien. Et pas seulement en zone urbaine, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les problématiques d'illettrisme sont encore plus présentes en zone rurale. Donc, il faut effectivement qu'on fasse le compte de tout ça, mais on a plus de dispositifs en cours en Normandie, je crois, que dans n'importe quelle autre région. Et voilà. Et le SLPJ est même en train de faire un petit film en Normandie
sur ce Oui, dispositif qui se développe. qui a été montré récemment, que j'ai Voilà. vu récemment, effectivement. Voilà. Condé, la ville, c'est Condé. Condé c'est en Normandie, pas Oui. Condé-sur-Vire, mais Condé en Normandie, C'est ça. dans l'Orne. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Sabrina. Donc, oui, les bibliothèques sont très impliquées dans la lutte contre l'illettrisme. Elles sont très impliquées et on ne le sait pas encore suffisamment. Ça veut dire que les bibliothèques ont ce travail de sensibilisation à conduire. Faire savoir ce qu'elles font, pas seulement faire, mais aussi faire savoir. Maintenant qu'elles sont dans cette, vraiment dans cette dynamique de prise en compte de cette problématique de l'illettrisme avec des dispositifs bien repérés et qui ne demandent qu'à être développés. Moins en Normandie qu'ailleurs au vu de tout ce qui est fait. Malgré tout, il s'agit de poursuivre. D'autant que la question de l'illettrisme dans les bibliothèques, elle est prise très au sérieux par nos parlementaires qui sont en train d'étudier un projet de loi sur l'implication des bibliothèques. L'implication des bibliothèques et qui pourrait aussi se pencher sur la question de l'illettrisme. Donc, je crois que finalement, la journée que vous organisez aujourd'hui, elle est modélisante quelque part, elle est très structurante. Je pense que les bibliothécaires, aux côtés des acteurs du champ social, toutes composantes confondues, ont une responsabilité en la matière. Ils ont une responsabilité en la matière qui représente un grand défi pour l'avenir, je pense. Un grand défi. On a du mal à mesurer l'apport de la culture. Ça a souvent été considéré comme la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu prosaïque de dire ça. Ou alors le supplément d'âme. La culture, c'est quand on a satisfait tous les besoins de base. Oui, très bien, d'accord, très bien. Mais est-ce que les besoins de base sont suffisants? Bien sûr que non, sinon l'humain n'aurait pas inventé la culture. Voilà, c'était le mot de la conclusion. Adèle, si je peux vous demander de passer une dernière vidéo, c'est un témoignage d'Éric Nedelec, le directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui devait être là aujourd'hui pour parler à ma place et qui m'a demandé de le remplacer, parce que toutes les personnes à qui il avait demandé d'intervenir à sa place n'ont pas pu le faire. Donc, moi, arrivant en bout de course, j'ai accepté avec enthousiasme, parce qu'il m'a semblé qu'une journée dans la Manche, ça valait le déplacement. Merci beaucoup. On va regarder la vidéo et puis ensuite, il y aura un temps d'échange. Bonjour, je suis Éric Nedelec, le directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Pourquoi est-il important que des adultes en situation d'illettrisme apprennent ou réapprennent à lire, à écrire, à compter? L'enjeu est extrêmement simple. C'est d'abord un enjeu d'autonomie et donc de liberté. Oui, ces personnes vont retrouver, grâce à la maîtrise des compétences de base, cette liberté qui nous appartient à tous et qui leur permet, comme tout un chacun, d'accéder aux espaces publics, d'accéder aux musées, d'accéder aux bibliothèques, d'accéder à ce niveau d'autonomie qu'elles ont perdu ou qu'elles n'ont jamais eu. Comment le faire? Je crois que le contexte qui nous est proposé à travers ce MOOC autour de l'action culturelle pour la maîtrise de la langue française nous permet de prendre conscience que ces activités, ces actions qui peuvent être proposées à ces adultes sont d'abord des activités qui les mettent en confiance, qui leur permettent de valoriser les compétences, les désirs, les envies qui sont les leurs. Et c'est donc, je le crois sincèrement, un formidable accélérateur pour les remettre sur le chemin de l'apprentissage. Voilà. Alors, Éric Nedelec parlait du MOOC, oui, c'est-à-dire ce module de formation en ligne, la démarche Action culturelle Bonjour, je suis Éric Nedelec. Que vous pourrez consulter à partir du lien que vous trouverez dans le PowerPoint que je laisse aux organisateurs en partant. Vous avez maintenant la parole. Oui, monsieur ? Peut-être que vous vous levez pour que tout le monde vous voie et que vous déclinez votre identité. Ça marche? Oui.
J'en profite juste pour dire un mot par rapport au dispositif Livre à soi. Donc la médiathèque de Saint-Lô propose ce dispositif et on a la chance d'avoir 2 collègues de la médiathèque de Saint-Lô qui sont là aujourd'hui et notamment qui seront sur le stand qui est là-bas avec l'école des parents et des éducateurs. Donc si vous avez des questions à poser à Laurence Poutas de la médiathèque de Saint-Lô, ça peut être l'occasion aussi. Voilà, je vous passe la parole. Alors bonjour, donc je m'appelle Mathieu Bazir, je suis responsable de formation pour l'école des parents et des éducateurs. Donc c'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion. Ça fait une transition, on n'a pas fait exprès, mais pendant votre intervention, madame, ça faisait écho tout ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, les formations que l'on dispense, nous, c'est dans un centre social, et l'idée, c'est pas faire du scolaire. Mais c'est pas suffisant la formation, vous avez raison de le dire, parce que la lecture, ça fait appel à toute autre chose à la vie quotidienne, mais aussi on peut lire pour le plaisir, et il y a un lien aussi avec les enfants. Alors, tout ce que vous avez dit, ça fait écho, parce que le travail que l'on fait depuis des années avec Laurence Poutas, de la médiathèque, il y a une antenne de la médiathèque dans le centre social où nous dispensons la formation, et régulièrement, quasiment tous les ans, sauf l'année dernière, pour les raisons que vous imaginez, on fait une lecture publique lors d'animations dans le centre social, où des stagiaires en situation d'illettrisme vont lire devant un public qui peut être très nombreux, parfois. Et donc, avec Laurence, il y a ce travail d'appropriation des histoires, de lecture à voix haute. Et ce que vous dites fait vraiment écho parce que c'est par rapport au progrès, à la valorisation. Vous voyez, rien que se tenir debout pour lire, parler à voix haute, devant peut-être vos propres enfants qui fréquentent le quartier. On a vu tous les bénéfices avec Laurence, et ça va au-delà de l'apprentissage scolaire. Parce que la situation d'illettrisme, ça peut être la honte de se dire que nos enfants, ils sont meilleurs que nous. Alors quand c'est à Super Mario, c'est pas grave, mais quand c'est dans les actions de la vie quotidienne, que c'est l'enfant qui va nous lire le mot de la maîtresse, ou que c'est l'enfant qui éventuellement pourrait écrire un petit mot à la place, là c'est une autre histoire, quoi. Et donc, entre autres, cette action-là permet vraiment une évolution. Et une fois qu'on est remis en confiance, je ne vais pas dire que tout est facile, c'est pas vrai, mais le reste des apprentissages, ça coule de source. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Donc vraiment, ce que vous dites fait écho. Et là, je suis là pour appuyer ce que vous dites, madame, parce qu'on en est convaincu. On a vu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vraiment évolué grâce à ce genre de projet, d'initiative. Et alors, pour des livres à soi, je ne suis pas personnellement impliqué, mais Laurence, en tout cas, elle l'est. Il y a des personnes qui sont des stagiaires de notre formation qui appartiennent au quartier, qui fréquentent le centre social et qui ont été amenés aussi à participer à cette action. Et là encore, on voit tout le cheminement que ça permet de faire. Parce que quand on est parent, savoir montrer à nos enfants qu'on est capable de faire des choses, quand on a vécu la honte de l'échec scolaire ou qu'on a caché ça pendant tellement d'années, qu'un jour, à un moment donné, ça se révèle, quoi. Eh bien, c'est très important de travailler dans cet aspect d'approche culturelle, notamment. C'est aussi les enfants. On a le rapport au livre. On en discutait avec Adèle quand on a discuté nos interventions. Quand on a des enfants, c'est un moment tellement particulier, la lecture, le soir. Alors, on lit 15 histoires, 20, ça dépend. Mais il y a un contact. Et quand on ne peut pas faire ça parce qu'on a des difficultés en lecture, eh bien, ça nous met en difficulté dans notre rôle de parent. Et ce genre d'action permet de désacraliser le livre, comme vous avez dit. C'est pas non plus un objet inaccessible parce qu'on est en difficulté avec la lecture. Puis les enfants, on l'a vu avec nos stagiaires, ils ne demandent pas à leurs parents que leurs parents sont des lecteurs extraordinaires, que ce soit théâtralisé. Ils demandent juste ce moment particulier autour du livre. Alors nous, on y croit beaucoup. Ce n'est pas les nouveaux moyens numériques qui vont nous faire changer d'avis par rapport à ça. Et c'est pour ça. Donc voilà, moi, je voulais vraiment témoigner de ça pour appuyer ce que vous disiez, parce que nous, on le constate vraiment. Même si on est un organisme de formation, on ne veut pas s'empêcher, bien au contraire, de travailler avec notamment la bibliothèque et puis les gens qui y travaillent, quoi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage de terrain, tout à fait autorisé, parce que vous êtes dans cette démarche que vous décrivez, contrairement à moi, qui ne suis pas jamais intervenue sur le terrain. Je ne suis pas une spécialiste de l'action auprès des personnes dont nous parlons. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que j'ai connaissance des témoignages, parce que j'ai eu accès à des études qui se penchent sur ce que vous venez de décrire.
ça, c'est une réponse à ce que vous disiez en parlant de cet écho. D'autres réactions? Questions, commentaires, témoignages? Bonjour, je suis Sarah Roy, directrice de la médiathèque d'Elbeuf-sur-Seine en Seine-Maritime. Moi, je voulais apporter un témoignage professionnel sur notre entrée dans un contrat territoire lecture, un deuxième contrat territoire lecture, qui a pour axe aussi l'illettrisme. Mais je voulais dire aussi que c'est un levier très intéressant en fait pour structurer une politique de lecture publique avec au centre cet enjeu-là qui nous permet de travailler très fortement avec le CARIFOREF, d'initier des formations avec nos partenaires, que ce soit le CCAS, que ce soit les associations de centres de loisirs et beaucoup d'autres partenaires aussi. Et puis également voilà, de continuer de nombreuses actions de prévention. Voilà. Donc le contrat territoire lecture est un levier très intéressant. Oui. Merci pour ce témoignage sur ce dispositif qui est donc proposé aux collectivités territoriales par le ministère de la Culture. C'est le service du livre et de la lecture qui s'occupe de ça en lien avec les conseillers livres et lecture en DRAC, n'est-ce pas Sabrina? Et justement, dans le module de formation en ligne, il y a un témoignage d'un collègue, Thierry Claire, qui présente ce dispositif de contrat territoire lecture. Comment ça marche? Alors après, Madame. Bonjour, je suis Sylvie Leroux, la direction régionale de Pôle emploi en Normandie. Voilà, la lutte contre l'illettrisme, nous menons beaucoup d'actions à Pôle emploi Normandie lors de ces journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que parmi les 73 actions qu'on a menées la semaine dernière sur toutes nos agences Pôle emploi, on en a de plus en plus avec les bibliothèques et les médiathèques, parce que c'est vrai que la lutte contre l'illettrisme, c'est l'affaire de tous. C'est à travers la parentalité, tout ce que vous avez pu expliquer, tout ce travail-là, toutes ces compétences qu'on peut travailler collectivement pour réussir à ce que ces personnes puissent sortir de ce fléau. Oui, voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a peu connaissance des passerelles entre justement le monde de l'emploi, du pré-emploi, on va dire. Vous êtes dans le pré-emploi, et les bibliothèques. C'est très intéressant. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de ce webinaire organisé par l'ANLCI, en partenariat avec le ministère de la Culture, qui aura lieu la semaine prochaine, le 24, après-midi, webinaire en ligne, l'action culturelle au service de la remobilisation. Bonjour, je suis Françoise Thévenon-Delcluse et je suis prof de lettres classiques. Et j'ai une interrogation par rapport à tout ce que vous nous avez dit. C'est la place de l'éducation nationale, la responsabilité aussi de l'éducation nationale. Et je suis vraiment très interrogative. Donc ça n'est pas un témoignage, c'est vraiment une interrogation. Bon, ça c'est un sujet de grand oral. Alors, donc, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans l'actuel gouvernement a donc pour mission de scolariser les enfants, les jeunes, dans le cadre de l'éducation obligatoire. L'éducation obligatoire, c'est ça. Ce ministère est membre du groupement d'intérêt public ANLCI, donc contribue à cette politique multisectorielle qu'on appelle la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Le ministère de l'Éducation nationale intervenant sur le volet prévention, on s'en doute, parce qu'il n'y a pas d'illettrés dans la population scolaire. On n'est pas en situation d'illettrisme quand on est à l'école. On l'est une fois qu'on a terminé l'école. Ah, vous pensez qu'on peut être illettré à l'école? On peut être en échec à l'école. Je disais, j'ai des exemples malheureusement personnels dont je ne sais comment les aider, notamment dans la population des enfants du voyage.
qui est une population manchoise assez importante, et qui n'a aucun rapport à l'écrit, puisque ça n'est pas... c'est une communauté sans écrit. Et j'ai 3 élèves de 3e de la communauté du voyage. 2 sont illettrés, très clairement. Et ils sont en 3e, ils vont sortir du système scolaire sans avoir réussi, sans que nous ayons réussi à les mettre à l'écrit. Donc malheureusement, et c'est pour ça que je m'interroge aussi sur la responsabilité de l'éducation nationale dans ces cas très précis. Oui. Effectivement. Alors là, les enfants du voyage, ils font partie justement de ces groupes de la population scolaire à besoins spécifiques. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les enfants qui arrivent de l'étranger et qu'il faut mettre à niveau en français langue de scolarisation. Il y a les enfants 10 lexiques, 10, vous savez, toutes ces pathologies qu'on a trouvées assez récemment, qui font que l'enfant a des difficultés à l'écrit. Et ces difficultés à l'écrit sont source d'échecs scolaires, parce que ça conditionne les autres apprentissages. Parce que, effectivement, l'écrit est souvent considéré comme la première compétence. Il y a aussi le savoir compter, bien sûr, mais c'est quand même une autre histoire. On peut réussir son parcours scolaire parce qu'on sait lire, écrire, et tout en étant nul en maths. Je schématise, hein. Mais réussir son parcours scolaire sans savoir lire, écrire, en étant un génie en maths, c'est moins évident. L'inverse est moins évident. Donc, que fait l'éducation nationale pour tous ces groupes périphériques, on va dire? Ça, c'est une vraie question. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Tout au plus, vous dire que, oui, l'éducation nationale a une offre pour la majorité des élèves. Le ventre mou de la population scolaire. On va justement parler de la question de l'école avec l'intervention suivante d'Aline Le Guluche, puisque l'illettrisme d'Aline est en partie lié à des difficultés à l'école. Pas que, elle va nous l'expliquer. Le temps avance, donc on va clore cette intervention, et je remercie vraiment Claire Extramiana de toutes ces explications, de la présentation des différents acteurs qui gravitent autour de cette prévention et de lutte contre l'illettrisme. Donc nous mettrons à disposition votre diaporama avec tous les liens vers des vidéos ou plus de ressources. Merci à vous et à plus tard. Merci beaucoup.